La parole est libérée et les jeunes comptent prendre toute leur place dans l'espace public, que ce soit à travers des panels TikTok ou encore sur Facebook ou YouTube. Ils font l'écho de leurs opinions. Notre invité du jour est un jeune, c'est le président du mouvement citoyen Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle. Son nom rappelle étrangement, et c'est le cas, l'ancien Premier ministre ivoirien Amadou Bon Coulibaly. Vous l'avez deviné, tout de suite ça nous rappelle son président, qui est bien entendu l'ancien Bon Coulibaly. C'est notre invité, au risque de me répéter. Et pour l'exclusivité, il sort un ouvrage très bientôt. C'est vrai que ça fait un moment il a disparu des écrans radars, mais il a mis ce temps à profit pour écrire, pour cogiter. Surtout à cette Côte d'Ivoire nouvelle qu'il compte développer avec les jeunes. Et forcément, il nous fera partager ses opinions sur l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. C'est à toi que je confie, c'est le titre en exclusivité de cet ouvrage qu'il va sortir bientôt, qui va parler et qui va faire des révélations exclusives sur la famille Bon. Et surtout, le jeune, le héros dans cet ouvrage, c'est qui? Péléforo. Qui connaît la famille Bon à Korogo, connaît Péléforo. C'est de tout cela dont il va s'agir lors de cette interview exclusive que nous avons réalisée quelque part en Europe. Bonjour Lancine, comment vas-tu? Je vais toujours bien, et toi-même? Bah bon, ça va. Très heureux de te retrouver. Il y a 2 ans en arrière, on s'était vu à Abidjan pour une interview. Et là, aujourd'hui, on te retrouve quelque part en Europe. Je le disais dans l'introduction, tu as disparu des écrans radars. Cela était dû à quoi? Eh bien, tu l'as toi-même dit tout à l'heure, Guillaume. C'est à toi que je confie. Donc, cette disparition, comme tu le dis, m'a permis déjà de rédiger une œuvre pour dire, sans entrave, les réalités de milliers de jeunes en Côte d'Ivoire. Tu as aussi parlé de la famille Gon, donc une œuvre dédiée à l'avenir de la Côte d'Ivoire. J'ai été également absent des radars pour des raisons professionnelles. Je suis directeur général de Masterville Afrique, une multinationale. La base est en Europe, je suis en Europe, et également pour des raisons sur lesquelles je compte revenir plus tard, des raisons politiques. Mais je compte revenir plus tard sur ces raisons. Bah, on va en parler. Forcément, c'est une interview qui se fera sans phare. C'est une interview qui se fera sans filtre. Et ce sera l'occasion pour toi, en tout cas, de nous donner pas mal de raisons de ton absence, de ton silence. Même à travers les réseaux sociaux, on voit que tes prises de parole sont très rares. Mais s'il y a une personne qui fait des prises de parole très récurrentes ces temps-ci, c'est un leader politique, le président Tidjane Thiam, président du PDCA-EDA. Et je voudrais qu'on entame cette interview à travers cette actualité qui est très brûlante. Hier, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 14 mars 2025. Hier, à Yamoussoukro, devant donc les militants du PDCI qu'il recevait, il y a eu, on va dire, des propos très frontaux, je vais dire ça comme ça, lorsqu'il parlait un peu du pouvoir en place et forcément il stigmatisait quelque part le président Alassane Ouattara, parlant du code des nationalités. Tu as dû voir cette vidéo. Toi, en tant que jeune, qu'est-ce que cette sortie t'a fait? Eh bien, Guillaume, déjà, je tiens à te remercier pour l'occasion que tu m'offres de plancher sur ce sujet-là. Il faut dire que le président Tidjane Thiam est de l'opposition, opposition au pouvoir en place. Et c'est normal qu'il puisse tenir des discours pareils. C'est normal. Parce que, comme l'a dit Cissé Bakongo, le ministre Bakongo, on ne laisse pas un dirigeant diriger quand on a des objectifs précis. Et je pense que Tidjane Thiam a des objectifs précis. Tout simplement. En ce qui concerne la raison de la nationalité, je pense que le président Ouattara lui-même a été sujet et est toujours, n'est-ce pas, sujet de polémique en ce qui concerne sa nationalité. Je ne vois pas pourquoi lorsqu'un dirigeant vient avec de belles idées, lorsqu'un décideur, un leader vient avec de belles idées, nous sommes obligés de le saboter, de créer, de modifier la Constitution, etc., dans l'objectif de l'empêcher d'offrir à cette Côte d'Ivoire sa vision, tout simplement. Alors, mon point de vue, c'est celui-là. Je pense que la Côte d'Ivoire a besoin d'un nouveau visage, tout simplement. Là, tu mets le pied dans le plat. Lorsque tu dis la Côte d'Ivoire a besoin d'un nouveau visage, qu'est-ce que tu veux dire ouvertement? Alors, ouvertement, je veux dire que avant de parler
2025, d'octobre 2025, avant de parler de, comment dire, d'élections en Côte d'Ivoire, il y a un problème qu'on doit résoudre entre Ivoiriens. Ce problème-là a débuté après la crise post-électorale. Un problème de réconciliation. Guillaume, je dois être honnête, sincère avec toi, et tu conviendras avec moi, bien entendu, et les téléspectateurs conviendront également avec moi. Il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Il y a en Côte d'Ivoire du tribalisme. Lorsque le président Ouattara a pris le pouvoir, il y a eu, et on voit encore ces problèmes. Il y a eu des prises de position. Le pouvoir en place, le gouvernement est rempli de dioula. La Côte d'Ivoire a été divisée en deux. La partie des gagnants et la partie des perdants. C'est des vérités qu'il faut dire. Ça fait mal, mais il faut dire la vérité. Je ne suis pas une personne qui fuit la vérité. C'est justement pour ça que je ne suis pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui. À cause de la vérité, je ne suis pas là. Mais c'est réellement ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire et ce qu'on continue de vivre. Un gouvernement, il est dit, et je cite, qui est composé que de dioula. Des administrations composées que de musulmans. C'est ce qu'on entend. Lorsqu'un ministre ou un élu, un acteur principal de cette crise retourne en Côte d'Ivoire et décide de faire, n'est-ce pas, une tournée de réconciliation, lorsqu'il se rend dans des villes comme Korogo, etc., on l'applaudit. Je parle du président Charles Blé Goudé, du COJEP. On l'applaudit. Mais parce qu'il tient des propos, il demande pardon. On accepte, on écoute et on applaudit. Lorsqu'il part, les frustrations ne s'éteignent pas. Les rancunes sont toujours ancrées, pas contre lui, mais entre populations. Avant d'arriver aux élections, il est important que nous-mêmes puissions nous pardonner mutuellement. C'est là le problème. On dit que le gouvernement est composé que de dioula et que à la fin de la journée, il n'y a que les dioula qui ont le pouvoir. Mais une réalité qu'on ne dit pas, le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Avant d'arriver au taux de chômage, j'en viens. Ok, vas-y. C'est une réalité, il faut la dire. Le taux de chômage en Côte d'Ivoire, il ne touche pas que des personnes qui ne sont pas dioula, il ne touche pas que des BT, que des baoulés. Il touche tous les jeunes Ivoiriens, toute la jeunesse ivoirienne. Lorsqu'une femme est malade et qu'elle va à l'hôpital pour se faire soigner, peu importe son ethnie, qu'elle soit Sénoufo, BT, baoulé, gouro, elle est confrontée à ce problème-là de favoritisme. Si tu n'as pas les moyens, on ne te soigne pas, que tu sois dioula ou pas. Je pense qu'il est temps que la Côte d'Ivoire, avant d'arriver aux élections, décide de s'unir, de laisser tous ces problèmes de laïcité, tous ces problèmes relatifs aux religions, aux ethnies, d'ethnicité, et qu'on puisse aujourd'hui décider d'être unis. Et c'est pour cette union que je pense qu'il est idéal, il est fondamental que nous ayons à la tête de la Côte d'Ivoire un nouveau visage. C'est pour ça. En tout cas, tu l'as bien expliqué, ta thèse. Ta thèse, elle est partie du postulat selon lequel il faut un nouveau visage. Et là, la thèse, elle est partie vraiment, on va dire, sur un point tellement central, la cohésion nationale. Tu as touché les choses vraiment de la manière la plus, on va dire, je dirais, la plus frontale ou encore directive qui soit. Mais en même temps, je voudrais revenir là-dessus. C'est vrai que ce genre de discours, ce n'est pas tous les jours qu'on l'entend, surtout lorsque le patronyme, il sonne nordiste, comme le tien. Voilà, la contradiction, elle est là. Et c'est clair qu'on me dira, mais c'est clair que tu seras d'accord avec moi, que ceux qui vont suivre cette interview diront, mais c'est rare d'entendre de tels sons de cloche de la part d'une personne qui, somme toute, est tout de même de la famille. Bon, oui. C'est dû à quoi? C'est cette émancipation jeune, c'est cette manière de s'assumer par rapport à ses opinions, c'est ce regard, en tout cas, selon toi, un regard assez correctif sur la société ivoirienne, ou c'est quoi en somme? C'est justement, il est dit que lorsque tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même.
Et je pense que ce message, ce cri de cœur que je fais aujourd'hui à l'endroit de la Côte d'Ivoire, de la jeunesse, des Ivoiriens, des personnalités politiques, je dois le refléter. Je pense que si c'était un Kwame, un Koudou, whatever, qui venait parler comme ça, comme cela, qui venait dire ce que je dis, on dirait que oui, c'est normal qu'il le dise parce qu'il se sent. Je suis également, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, et comme les gens le disent, je le vois parfois dans mes prises de parole. On me dit oui, quand je fais des sorties par exemple sur l'entrepreneuriat, on me dit que ton avenir est déjà tout tracé. Donc une personne dont l'avenir est déjà tout tracé, une personne qui appartient à une famille entre guillemets politique, ne se permettra jamais de dire ce que je dis. Je le dis parce que au-delà d'être un membre de la famille Gon, d'Amadou Gon Coulibaly, appelé Foro Gon Coulibaly, je suis un Ivoirien. Je connais les réalités de mon pays. Et donc, je le dis pour qu'on puisse comprendre que ça ne vient pas de... Je ne dis pas que je fais partie du pouvoir en place, mais ça ne vient pas de l'opposition. Ça vient d'un jeune Ivoirien, un jeune nordiste, un jeune qui voit les réalités et qui décide qu'on puisse ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion, construire une Côte d'Ivoire nouvelle, tout simplement. Selon toi, l'échec de cette cohésion, justement, incomberait à qui? Bien, je dirais que c'est pour ça que je parle d'un nouveau visage. Le président Gbagbo a été jugé à la CPI, il a été innocenté. Charles Blé Goudé également, le président Charles Blé Goudé a été innocenté. Et donc, les responsables, après le jugement de ces deux présidents, je suppose que la CPI décidera de juger également la partie adverse, parce qu'on ne fait pas une guerre seule, on se bat contre des gens. Donc, le verdict, et je demande à la Cour pénale internationale d'être juste, tout simplement. Après avoir jugé deux personnes qui ont été innocentées, il faut juger l'opposition. Et donc, le verdict de ce jugement, si bien entendu justice il y a, nous donnera la réponse à cette question, qui est acteur de ce problème qui est en Côte d'Ivoire. Donc, tu en appelles là à ce que le président Alassane Ouattara et le président Guillaume Soro se retrouvent aussi à la CPI? Je souhaite que cela soit fait pour qu'on puisse parler de justice et d'égalité. Lorsqu'on a un président de la République, on prône la justice. Si je ne vais pas rentrer dans des thèses que certaines personnes ne maîtrisent peut-être pas, mais je dis tout simplement qu'on ne se bat pas tout seul. Et lorsqu'une personne se bat contre toi et qu'elle est jugée innocente, s'il y a eu une certaine main noire derrière toi qui t'a emmené à faire cela, c'est cette personne, cette main noire qui sera coupable, ce ne sera peut-être pas toi. Mais tant qu'on ne t'a pas jugé, toi également, tant qu'on ne vous a pas jugé, on ne saura pas qui sont les responsables de tout cela. Mais encore, la question n'est pas de trouver un responsable à ce problème. La question est de trouver une solution, de proposer des solutions. Et cette solution que je propose, moi, Lansine Gon Coulibaly, c'est l'union entre les Ivoiriens. Et cette union-là, je pense, partira d'une certaine éligibilité d'un candidat nouveau, d'un nouveau visage qui n'est pas acteur de la crise post-électorale qui a pu avoir en Côte d'Ivoire, un visage nouveau. Quand tu parles de visage nouveau, lorsque tu vas dans le giron politique ivoirien actuellement, tu vois quel visage nouveau? Puisque tu en parles depuis tout à l'heure. Je vois plusieurs nouveaux visages. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pour habitude de le dire. Et ça peut être péjoratif, ça peut être mal interprété. Mais je pense qu'une personne, un humain, dans son fonctionnement, à un certain âge, il est capable de se projeter, d'avoir des ambitions. Un jeune, et là vous me direz, un jeune débute de tel âge à tel âge. Un jeune est capable de se projeter. Lorsqu'on a affaire à des vieux baobabs, quelle ambition espérons-nous avoir des anciens? À partir de 70, 80 ans, on pense réellement, et c'est peut-être personnel, des valeurs personnelles, mais on pense à rendre compte à Dieu, à rendre compte à celui-là qui nous a envoyés sur la terre. Les ambitions sont dirigées vers les cieux. Je pense à un jeune, un nouveau visage. Mais tu ne donnes pas de nom là, du coup. Je préfère ne pas donner de nom pour éviter
n'est-ce pas, d'influencer, parce que je suis suivi par des jeunes. Je pense que on doit chacun de nous décider de qui élire. Mais je pense qu'il y Toujours a beaucoup est-il de que tu jeunes en Côte souhaiterais qu'il ait d'Ivoire. Il y a un Charles nouveau Blé Goudé visage? qui est en Côte d'Ivoire. Il y a Soro Guillaume qui est un jeune en Côte d'Ivoire, même s'il fait partie de ces acteurs, mais ce n'est pas un acteur principal. Ce n'est pas un acteur principal. Quand tu dis que ce n'est pas un acteur principal, tu veux dire quoi par Je là? veux dire que Charles Blé Goudé a eu... Non, tu dis Guillaume Soro. Guillaume Soro, Oui. j'allais dire, a eu des ambitions politiques, des ambitions présidentielles. Pendant qu'il était ministre du président Alassane Ouattara. Donc, une personne qui n'a pas d'ambition, on va dire présidentielle, ne peut pas penser à créer la guerre dans un pays. Il a forcément été, n'est-ce pas, je ne dis pas que c'est lui qui a créé la guerre. Je ne dis pas qu'il est le chef des rebelles. Ça, chacun peut penser ce qu'il veut. Je dis juste que... Mais c'est quelque chose qu'il a revendiqué dans un ouvrage. Ça C'est factuel, hein? Ça, c'est lui qui le revendique, ça vient de lui. Alors, c'est lui qui le dit. Ce n'est Mais pas dans moi. ton analyse à toi... Moi, dans mon analyse, je me dis qu'il y a eu un acteur principal qui a dit à Guillaume Soro, fais ce que tu as à faire. C'est ce que je dis. C'est pour ça que je ne parle pas d'acteur principal. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas un acteur principal. Ce qui est intéressant... Mais je dis qu'il est jeune. C'est ce que je dis. Il faut confier la Côte d'Ivoire à un nouveau visage, à un jeune, à la jeunesse. L'avenir appartient à la jeunesse, pas à des ancêtres. En tout cas, dans cette interview, tu mets les mots sur les mots. Et pour toi, le premier mal de la Côte d'Ivoire, déjà, c'est cette cohésion nationale, malheureusement, qu'on n'a pas pu avoir pendant ces 15 ans du gouvernement du président Alassane Ouattara, malheureusement. Et forcément, cette cohésion nationale aura plus ou moins créé pas mal de frustration. Et on voit aujourd'hui, avec l'actualité, la corruption dans le domaine foncier, il y a pas mal de choses. Et ça a entraîné un corollaire de mots, ensemble, que vit aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Quelle est, on va dire de manière synthétisée et de manière triviale, donc par rapport à tous ces mots aujourd'hui qui minent la Côte d'Ivoire, quel est toi ton commentaire sur tout ça? C'est vrai que tu as touché le mal profond. Pour toi, il n'y a pas de cohésion malheureusement. Et tu l'as dit les choses avec les mots très forts, de manière incisive et de manière directe. Mais si tu dois faire une analyse de tout ça, qu'est-ce que tu dirais? Alors, merci beaucoup pour cette question. Je dirais que déjà, vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, Guillaume. Tu me permets de te tutoyer, de toute façon on l'a fait tout à l'heure. Tu l'as toi-même dit tout à l'heure. C'est un plaisir de te retrouver chaque fois. Donc, ça devient quelque part maintenant, voilà, on peut se familiariser, puis on est en jeune. Exactement. Voilà, si on peut me le permettre. À 46 ans, on est jeune. Bien sûr, à plus de 46 ans, on est jeune. Tout à fait. Mais l'année de la jeunesse est pour la jeunesse. Bien, on s'entend. Non, mais vas-y, tu peux développer. Je veux dire que... Vas-y. Non, je ne développe pas Parce sur que ça, ce qui est je intéressant, développe sur ta question. Non, je l'entends bien. Après, ce qui est intéressant, il y a tellement de thèses que tu développes chaque fois qu'il y a une question qui est posée. Et c'est pour ça que je t'ai posé vraiment cette question qui englobe un peu le tout. Si tu as l'occasion, là, tu as bifurqué là-dessus rapidement par rapport à l'année de la jeunesse. L'année de la jeunesse, on a vu, on a parlé de coups de milliards. Malheureusement, il y a certains jeunes qui n'ont pas été impactés par cette manne financière. Il y a tous ces mots dans la crise foncière. Il y a la corruption. Il y a tellement de choses. Une atmosphère un peu délétère. Face à tout cela, face à tous ces mots pour lesquels toi, tu as des mots très durs. C'est pour ça que je te dis, tu as en tout cas ce tableau-là. Exprime-toi là-dessus. Alors, ce tableau que nous présente la Côte d'Ivoire à ce jour. On ne dit pas que les mots sont durs. Les mots ne sont pas durs. La vérité est sûrement une pilule difficile à avaler, mais c'est la vérité. C'est des faits réels. Déjà, je tiens à adresser un message particulier à la jeunesse ivoirienne et aux Ivoiriens, parce que cela ne concerne pas seulement, cela concerne tous les Ivoiriens. La première chose qu'il faut arrêter de faire, c'est d'arrêter de prôner des discours de haine sur nos réseaux sociaux. Il y a des influenceurs dont je préfère taire le nom. Des influenceurs qui se permettent de tenir des propos qui incitent à la haine. On peut dire la vérité sans inciter à la haine. J'entends un influenceur dire un jour, et je cite, « Tu ferais mieux de te préparer à la suite parce que quand nous, on sera au pouvoir, vous allez voir, c'est votre corps qui va souffrir. » On ne va pas passer notre temps à perpétuer un cycle infernal de revanche. Parce que là, il s'agit de revanche. Et c'est justement pour ça que je reviens au fait qu'il faut
un nouveau visage pour la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la crise foncière, etc., la Côte d'Ivoire, malheureusement, n'a pas encore, malgré, je vais utiliser les propos, malgré cette digba dette, comme on le dit, n'a pas mis en place un dispositif sérieux pour gérer les problèmes fonciers. Je ne vais pas rentrer dans une certaine, parce que je parle rarement de ce que je ne maîtrise pas. Je ne vais pas parler de ce qu'Omé Bakari, etc., parce que c'est un sujet qui relève d'avocats, Pour toi, c'est la etc. face visible de l'iceberg, comme Bakary quelque part. Il y Je a ne- tout un système derrière, non? Je Parce ne- que pour qu'une seule personnalité puisse vraiment entraîner tout un système, est-ce que c'est pas la taupe? Bon, C'est ça, pas la face ça, visible c'est ce quelque que part? tu dis. Moi, ce que je dis, c'est que la Côte d'Ivoire n'a pas mis à la disposition du ministre de la Construction des moyens capables de permettre à ce ministère-là de gérer les problèmes fonciers. Je pense que De quel moyen, toi, tu parles là? je ne vais pas énumérer les moyens, mais ce que je dis, c'est que lorsqu'il y a une faille dans un système, il faut le déconstruire et mettre en place un nouveau système. Bah tout voilà, simplement. là, il n'y a pas de Je pense que moyen. là, c'est- on est face à la corruption. C'est ce que je pense. Et je pense que tout le monde le pense. On est face à une certaine corruption, une gangrène en Côte d'Ivoire. Et la corruption ne touche pas seulement le domaine foncier. Au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, la drogue, etc. Qui fait rentrer la drogue, comment ça rentre, etc. Au niveau de... On a vu récemment, justement, le patron des stupes, au niveau de la gendarmerie, qui avait été élu meilleur gendarme en Côte d'Ivoire, qui s'est fait, voilà, qui vient d'être mis en prison. Voilà, merci. Oui, mais on dira le mot. encore que ça, c'est la face visible de l'iceberg, tout simplement. Qui sont derrière tout ça? Oui, il n'est pas le seul à avoir fait ça. Il est celui-là qui a été mis en avant, mais ce n'est pas la première fois qu'on voit cela. Je pense que moi, l'ancien Gon Koulibaly, et je l'ai dit à une interview une fois, que la drogue, je l'ai découvert dans ce gouvernement. Je le dis. Les mots sont forts, mais c'est la description, c'est ma réalité à moi. J'ai connu la cocaïne dans ce gouvernement. Peut-être que j'étais un peu trop jeune pour savoir que ça existait dans d'autres gouvernements, mais c'est dans ce gouvernement-là que j'ai vu des amis à moi, des connaissances à moi, j'allais dire, accros à la cocaïne. C'est dans ce gouvernement que j'ai vu des commissaires de la police criminelle être mêlés à des histoires de cocaïne. C'est dans ce gouvernement que j'ai vu des soupçons planer sur le ministre de l'Intérieur, Feu Ahmed Bakayoko, sur des problèmes de cocaïne, de drogue. Il faut le dire, c'est la vérité. Et c'est pour ces vérités-là même que je pense que je ne suis pas en Afrique. C'est pour ça que je ne suis pas en Afrique. Donc, il faut déconstruire. Tu te déranges quelque part? Ce n'est pas mon objectif en tout cas. Je dis la vérité, je m'adresse à une jeunesse. Je veux construire une jeunesse actrice de son développement et pour cela, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on mette en place des plans d'action basés sur la vérité, sur la réalité. Et c'est pour ça justement que c'est à toi que je confie a été rédigé. On va en parler tout à l'heure. Mais bien sûr. avant, justement, cette manière d'avoir la parole très libérée, très libre et très émancipée, justement, telle que tu dis les choses, est-ce que tu as en odeur de sainteté aujourd'hui avec ta famille? Lorsque je parle de famille, je parle de la famille. Bon, je parle par exemple tes rapports, peut-être on va revenir là-dessus. Quel était l'état de tes rapports lors du vivant du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly? Quels sont tes rapports aujourd'hui avec le ministre de la Communication aussi, qui est de la famille? Bon, c'est quoi tes rapports avec ta famille? Bien, alors, je pense que c'est véritablement une très belle question. Lors de mes sorties, parfois sur les réseaux, parce que j'utilise les réseaux sociaux comme canal de transmission de messages, comme tout le monde. J'en parlais d'ailleurs tout à l'heure relativement à l'entrepreneuriat. Je lis des jeunes me dire, oui, tu nous parles d'entreprendre, tu nous dis que la vie est chère, etc. Mais toi, tu ne vis pas ces réalités. J'ai de la peine pour moi, même pas pour eux. J'ai de la peine pour moi parce que je suis victime d'un branding.
j'ai un positionnement perçu qui est peut-être en déphasage avec les réalités. J'ai grandi avec ma mère qui s'est battue de toutes ses forces, comme la plupart des mamans ivoiriennes. Aujourd'hui, ne me positionne pas comme le fils de Gon Coulibaly. Je me positionne comme un jeune Ivoirien parce que je n'ai jamais vécu comme le fils de Gon Coulibaly. J'ai vécu comme un jeune Ivoirien. J'ai vécu des réalités, des difficultés. J'ai été face à certaines contraintes, comme la plupart des jeunes Ivoiriens. Pour revenir à mes rapports avec la famille Gon, j'ai été, à un moment donné, après la mort de mon père, après la crise post-électorale, où mon père est mort, j'ai été séparé ou éloigné de la famille Gon, pour des raisons sur lesquelles je ne sais pas venir, parce que c'est une très grande famille. Je respecte ma famille. Et j'ai été dans des établissements publics. J'ai vécu des réalités que des milliers de jeunes en Côte d'Ivoire vivent. La dernière fois que j'ai rencontré Amadou Gon Coulibaly, feu Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire, c'était chez lui. Mais ce n'était pas à bras ouverts que j'ai été accueilli. J'ai été parmi les autres jeunes de Côte d'Ivoire. Parmi les autres jeunes de Côte d'Ivoire. C'était une assemblée qui avait été organisée par lui-même et son ministère, parce qu'il était censé être le candidat. Et moi, on m'a dit, oui, il y a ton oncle Amadou Gon Coulibaly, n'est-ce pas, qui organise une sorte d'assemblée. Il faut que tu y ailles. J'y suis allé, mais comme tout le monde. Pas comme un privilégié de la famille Gon. Et je ne revendique pas. Je ne cherche pas à être un privilégié. Je cherche à faire comprendre juste que les réalités de ces jeunes de Kwame, de Koudou, de Kwasi, etc., sont les mêmes que mes réalités. Mais lorsque j'ai vu Ams, dont tu parles, par exemple, c'était une fois, j'ai été appelé par le mouvement citoyen étant très impactant. Nous sommes plus de 7000 en Côte d'Ivoire, plus de 7000 jeunes adhérents en Côte d'Ivoire. J'ai été contacté par un membre du gouvernement en place. Et je le dis aujourd'hui. Et ce jour-là, je me suis retrouvé dans une maison avec certains ministres dont je préfère taire le nom, pas parce que je suis l'ancien Gon Coulibaly, mais parce que je suis un jeune Ivoirien, un jeune président d'un mouvement citoyen qui éveille des consciences et qui travaille dans l'éveil de la conscience, tout simplement. Je me suis retrouvé parmi ces ministres et ce jour-là, il y avait Ams, ministre de la Communication. Il s'est approché de moi, il m'a parlé, j'ai répondu « Merci, monsieur le ministre ». Je lui ai appelé « Monsieur le ministre ». Et il m'a demandé « Pourquoi tu m'appelles monsieur le ministre? Je suis ton oncle ». Je lui ai dit « Mais je vous ai envoyé des courriers plusieurs fois qui étaient sans suite. Vous ne vous êtes jamais comporté comme un oncle vis-à-vis de moi. Je ne dis pas que ce n'est pas mauvaise foi. Je dis que peut-être que vous êtes occupé, mais je n'ai jamais senti une once de familiarité entre nous. Je vous ai envoyé des courriers. Et ce jour-là, il m'a remis son numéro de téléphone en personne. Je n'ai pas jugé utile de le contacter, pas parce qu'il ne peut pas m'aider ou quoi que ce soit, mais parce que j'ai toujours évolué sans un apport ou un support du gouvernement. Je n'ai jamais bénéficié d'un financement du gouvernement. Donc mes rapports avec la famille Gon sont de bons rapports, mais je suis, au-delà d'être un membre de la famille Gon, un jeune Ivoirien conscient des réalités, dénonçant des méfaits, des gangrènes en Côte d'Ivoire et essayant de proposer des solutions pour la pérennité d'un héritage de noblesse. Je l'entends bien et tes opinions sont très nobles, hein, je les respecte d'ailleurs. Mais lorsqu'on fait la lecture de tes rapports justement avec ta famille biologique, justement tes oncles, tes cousins et autres, est-ce qu'aujourd'hui, quid de dénoncer, on va dire, les mots avec des mots très durs de la Côte d'Ivoire, qui sont légitimes, hein, je l'entends bien. Est-ce que le jeune Gbon ne serait-il pas en train de régler aujourd'hui des problèmes personnels avec la famille Gbon, quelque part qui n'était pas là pour lui? Je n'ai jamais demandé un certain soutien à la famille Gon qui m'a été refusé. Je pense que si j'étais allé vers les membres de ma famille paternelle, parce qu'il y a deux familles, la famille paternelle et la famille maternelle, j'ai été éduqué par ma famille maternelle, bien que mon père soit de la famille Gon et que j'ai vu mon père exercer politiquement, etc. Je veux dire que je ne cherche pas à me venger, en quelque sorte, pour dire les mots, c'est ça, d'un quelconque mal que je ressens. Non, pas du tout.
Je dénonce comme tout jeune Ivoirien des réalités que nous vivons. Des réalités. Si j'étais tant l'ancien Gon Koulibaly, je pense que je travaillerais dans un certain gouvernement, etc. Je ne me suis jamais pris comme un demi-dieu. Je me suis toujours pris comme un jeune Ivoirien, conscient de certaines réalités, et je dénonce ces réalités-là. Je ne suis pas le genre de personne qui fuit la vérité. Je dis la vérité, n'en déplaise à qui veut. Et encore mieux, je n'ai aucune revanche vis-à-vis du gouvernement ou encore de la famille Gon. C'est une famille que j'aime, que je respecte, c'est ma famille, je les aime, je les respecte. Mais j'ai des principes et des valeurs. Et je pense que les principes et les valeurs d'un être humain doivent être au-delà des sentiments qu'il peut ressentir vis-à-vis d'une certaine famille. Aujourd'hui, mon objectif est très simple. Construire une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement. Et si cela va au-delà, on va dire. Et pour ça, je ne pense pas que je devrais mentir. Je ne suis pas un menteur. Je l'entends bien. C'est vrai qu'en tant que jeune, tu as ta lecture de la situation sociale en Côte d'Ivoire et c'est cette situation-là que tu dépeins et c'est sûr pourquoi, lors de ta lecture, justement, tu as pu mettre à nu, on va dire, les mots qui gangrènent la société ivoirienne. Tu as parlé de cohésion, tu as parlé de corruption, tu as dit les mots de manière ouverte. Et on l'entend bien et ça s'entend super bien. Ça, là-dessus, on ne va pas te faire le procès. On avait voulu juste faire, en tout cas, le parallèle entre tes rapports avec ta famille biologique et ta prise de parole qui, qu'on le veuille ou pas, quand même, reste très, très incisive. Outre cela, le 6 juillet dernier, et 6 juillet 2024, on s'entend bien, tu étais invité à Nantes, au dîner gala de l'association Nantes Africulture, où tu as parlé d'un point de passeport qui ferait que, aujourd'hui, c'est vrai que là, tu es en Europe pour tes affaires, par rapport à l'entreprise pour laquelle tu travailles, mais tu avais parlé d'un problème de passeport et justement, tu avais pu échanger avec l'ambassadeur. Où en es-tu avec cette histoire? Bien, alors, merci beaucoup. Et c'est également une phase qui me fait ressentir cette envie de changer les choses. Il faut dire que j'ai effectivement échangé devant toi avec le consul, devant l'Assemblée. C'était une déclaration publique. Tout à fait. Devant l'Assemblée, parce que j'avais un passeport j'avais demandé un nouveau passeport qui a pris 9 mois à arriver. Tu l'as reçu finalement? Oui, je l'ai reçu après une intervention publique. Déjà dans la salle, mais encore cette information a été diffusée sur les réseaux. J'ai pris contact avec lui, je l'ai appelé, etc. Il y a eu plein de choses. Mais ça vient d'où? Tout ça en réalité. Alors, en Côte d'Ivoire, j'ai été convié à une activité relativement à une cérémonie d'excellence organisée par Abou Nidal. J'en ai jamais parlé parce que... Tu as l'occasion aujourd'hui, en tout cas, de vider ton sac. Non, l'idée n'est pas de vider mon sac. Non, mais parce que l'idée est de dire... Qu'on le veut ou pas, ta parole est très rare. Il y a 2 ans, tu nous as accordé une interview. C'est vrai qu'on n'était pas dans cette actualité brûlante. On avait parlé de ton parcours de manière assez synthétisée. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cette interview sur la chaîne YouTube actupeople.net. La première fois où l'ancien Gon Koulibaly s'est ouvert à ActuPeople. Mais là, on voit le leader citoyen dans toute une autre dimension. Et c'est tout à ton honneur. Hein. Donc, vas-y. Donc, fais-nous encore cette révélation. Justement, tu as été invité à une cérémonie d'excellence organisée par Abou Nidal, justement, tu disais. Exactement. Et lors de cette cérémonie, j'ai reçu un prix.